Grand Matin Sud Radio. L'enquête de la matinée. Et notre enquête aujourd'hui avec cette question, fallait-il faire un mois sans alcool en janvier, ce qui vient d'être annulé par le président Macron. On en parle avec vous. Vous êtes en majorité à 80% à dire que non. Et nos invités ce matin pour en parler, Alain Péréa, bonjour. Bonjour. Vous êtes député La République En Marche de l'Aude, membre du groupe d'études vignes, vins et œnologie à l'Assemblée nationale. Et en face de nous, Michel Reynaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre et addictologue, président du Fonds Action Addiction et concepteur du site addicted.fr. Et bien sûr, vos appels au 0826 300 300. Oui, on va en parler. Beaucoup de réactions. Par exemple, Michel Reynaud, il y a Marcolo qui dit c'est une femme, ça devrait me faire plaisir. Ayant eu un conjoint qui était dépendant de l'alcool, cela a beaucoup trop impacté ma vie, jusqu'à celle de mes enfants, trop longtemps. Et pour autant, l'interdiction, non, il ne faut pas aller jusque-là. Ce n'est pas comprendre, ce n'est pas maîtriser. C'est bien, c'est que la communication du lobby alcoolier a été suffisamment bonne pour faire croire que c'est une interdiction. Oui. Pas du tout. La campagne est une incitation et n'y vont que ceux qui veulent. Il n'y en a que quelques-uns qui font, parce que ça s'est déjà fait l'an dernier de façon non organisée, parce qu'il y avait des gens qui souhaitaient quand même le faire. Là, c'est pareil, simplement c'est un encouragement, et c'est un encouragement qui aurait été donné par l'État à une analyse de ses consommations et à lever un peu le pied, faire une pause pendant un mois. Ouais. Donc ça n'est en rien une interdiction. On a cherché à faire penser qu'on allait vers l'interdit. Non, on donne au contraire une liberté aux gens. On a interdit aux gens de faire ce choix. Comme actuellement, il y a le mois sans tabac. Et pour autant, alors, il y a des... C'est assez différent parce que le mois sans tabac, le mois sans tabac, l'objectif est clairement d'arriver à une diminution et si possible un arrêt de la consommation de tabac parce que le tabac tue la moitié de ses consommateurs. Ouais. Et puis, on n'est pas dans le même problème avec les alcools. Il y a 10% de la population qui consomme de l'alcool qui a des problèmes. 10-20%. Oui. Mais ils achètent 80% de l'alcool, ceux qui ont des problèmes. Oui. Alain Péréa, pourquoi finalement, alors il y a eu ce renoncement d'un mois sans alcool en janvier ? Alors deux éléments par rapport à déjà ce qui vient d'être dit, mais en préambule dire que effectivement le combat contre l'alcoolisme est un combat que l'on doit tous partager et dans mes propos que jamais quelqu'un puisse entendre que je trouve tout à fait normal que l'on puisse être alcoolique et au contraire il faut tous se battre là-dessus. Mais pourquoi justement ce renoncement ? Deux choses. La première, nous avons aujourd'hui une stagnation de la consommation d'alcool dans notre pays. Et donc, si on veut, depuis 2013 à peu près, si nous voulons continuer à nous battre contre l'alcoolisme, il faut que l'on change de méthode. Il faut que l'on ait une approche qui est une approche différente. Or, on est toujours sur les mêmes recettes. Recette 1, on interdit, on culpabilise les gens. Et donc, on se rend bien compte qu'on est arrivé à un seuil où on n'est plus dans ce niveau-là. On vient de le voir. Monsieur vient de le dire, 80% de l'alcool est acheté par à peu près 8% de la population, des gens qui ont des vrais problèmes d'alcoolisme, pas tous, mais des vrais problèmes d'alcoolisme. Donc, c'est pas en faisant ce genre de procédés, qui sont des procédés qui, à mon sens, sont des recettes du passé, qui ont permis de faire descendre la consommation d'alcool dans notre pays. Mais aujourd'hui, il faut que l'on soit capable de proposer de nouvelles choses. Et la deuxième chose, c'est que j'en ai vraiment marre, c'est difficile d'entendre en permanence le lobbying des alcoolistes. Voilà, le lobbying des alcools. Moi, je suis député d'un territoire où, chez moi, à côté, ce sont des viticulteurs, ce sont des gens qui vont travailler tous les jours. Et c'est eux que j'ai envie de défendre. C'est leur travail, c'est notre culture. Et donc, on est en permanence en train de nous dire, comme si on était ici, là, derrière ce micro, l'ambassadeur de gens qui sont comme des narcotrafiquants. Bon. C'est insupportable. Michel Reynaud, vous allez avoir la parole dans un instant. On va poursuivre. Alain Péréa aussi. Et vous appels 0826 300 300. On continue le débat. Restez avec nous, il est 9h29. C'est le Grand Matin Sud Radio. C'est notre enquête aujourd'hui. Fallait-il un mois sans alcool en janvier qui vient d'être annulé par Emmanuel Macron? On en parle avec nos invités ce matin. Alain Péréa, député La République En Marche de l'Aude. Et en face, Michel Reynaud, qui est psychiatre et addictologue. Et pour l'instant, vous dites non à 80%. Et vous avez des réactions avant de redonner la parole à Michel Reynaud et Alain Péréa. Michel Reynaud, en majorité, les gens parlent de non, mais ils ne parlent pas d'alcool. Ils disent, et ce serait peut-être
plus intéressant de parler de boissons alcoolisées, parce que je ne sais pas pourquoi, ils font la différence entre l'alcool et la boisson alcoolisée. La boisson alcoolisée, c'est celle qui contient de l'alcool. Le vin en contient, comme beaucoup d'autres boissons. Tout à l'heure, Monsieur Perea disait que la consommation était stable en France et il regrettait qu'elle ne monte pas plus. On est le 3e pays plus gros consommateur au monde. Alors c'est vrai que ça s'est stabilisé, mais ça s'est stabilisé depuis 8 ans au prix d'un détricotage de la loi E20 et d'un marketing débridé, d'une publicité envahissante et d'une incitation à consommer. Très digital. Très digital, oui, forcément. Tout a basculé là-dedans. Et les alcooliers qui ont fait passer en 2009 l'autorisation de la pub sur le web savaient très bien, eux, à cette époque, ce qu'ils faisaient et comment ils allaient réussir à gagner le territoire. Alors, moi, je voudrais quand même dire que c'est terrible pour nous, parce que vous avez raison, monsieur, de défendre les viticulteurs. Ils font un travail avec du cœur et ils le font en général bien. Mais il y a derrière des stratégies commerciales qui poussent à des surconsommations. Et on sait comment on pourrait faire pour diminuer celles dont nous avons parlé, les consommations dangereuses. Et celles-là, vous luttez contre. Et alors, c'est terrible pour nous, parce que nous, on représente ceux qui soignent les malades. Et ceux qui essayent de les éviter... C'est quoi les consommations dangereuses, alors, dont vous parlez ? Les consommations dangereuses, c'est les consommations importantes. Mais ces consommations importantes sont celles qui font vivre la filière. Et donc, il y a une contradiction pour eux à utiliser les vraies stratégies qui permettraient de diminuer les consommations. Et pour nous, qui soignons des patients ou qui souhaitons éviter que des gens soient malades, apprendre par la feuille de la viticulture, la vitisphère, qu'une campagne qui était préparée par le ministère de la Santé et Santé publique France, qui avait été financée pour faire des jolies choses, a été arrêtée la veille de sa sortie par le président et que c'est annoncé par la viticulture qu'il n'y aura pas de... C'est venu du champagne, hein, c'est ça. C'est venu du champagne après un repas... bien arrosé avec de très bons vins, je suppose que ça a facilité. Non, on peut pas laisser dire que le président. Non, mais on peut pas laisser dire que le président de la République annonce des choses après un repas bien arrosé. Prenez le menu, monsieur, dans lequel, à la suite duquel il a annoncé. C'est pas possible. De toute façon, ça n'est pas. D'abord, moi, et justement, tiens, ça illustre bien le propos. Ce mois sans alcool, il est fait quasiment en secret, préparé quasiment en secret. Il est sans associer les filières, et donc on est là véritablement dans une lutte. En gros, on prépare tout et du jour au lendemain, on sort ça et ça nous arrive en pleine figure. Et ensuite, on vient nous voir à nous députés en nous disant mais oui, mais vous travaillez pour le lobbying. Moi, je ne travaille pas pour le lobbying. Moi, je vous dis. Et tout à l'heure, vous avez dit, je regrette que la consommation d'alcool n'augmente pas. Je ne regrette pas que la consommation n'augmente pas. Ce que je regrette, c'est que vous, en tant qu'expert sur ce sujet, vous ne nous proposiez pas à nous, élus, de nouvelles méthodes. Je peux vous en parler. De nouvelles méthodes pour faire baisser, justement. On se rend bien compte que interdire, taxer, culpabiliser, fait que nous sommes aujourd'hui à un palier, parce que notre société a évolué, parce que les façons de consommer ont évolué. Et donc, ne nous proposez pas ces vieilles recettes qui, aujourd'hui, ne marchent plus. C'est là-dessus que je me bats, moi. On est véritablement sur... Il faut que l'on change. Et revenons, demandez-nous que l'on vous aide à vous pour utiliser de nouvelles méthodes pour... Quand une femme enceinte... On est encore en train de se battre sur le logo de la femme enceinte. La taille du logo de la femme enceinte sur une bouteille de vin. Mais moi, s'il y a une auditrice, là, qui ne sait pas que quand on est enceinte, il ne faut pas boire de l'alcool, qu'elle téléphone, qu'elle nous appelle, qu'elle vienne témoigner. Pourquoi depuis justement un an, on n'a pas ce logo sur lequel vous dites que vous voulez protéger les femmes? C'est une vieille méthode qui ne marche pas. On vous entend plus. Allez-y. Toutes les méthodes que vous protégez, que vous défendez, sont faites pour ne pas diminuer les consommations. Dans le monde entier, on sait ce qui marche. C'est le prix minimum de l'alcool qui diminue les consommations des jeunes et qui diminue les consommations des gros consommateurs. Parce que quand c'est un peu plus cher, on achète moins. La taxation de la publicité, parce que ce qui marche et ce qui est redoutable, c'est la puissance publicitaire qui installe une norme de consommation. Et enfin, le mois sans alcool dans 17 pays, ça marche. C'est-à-dire que les gens... Il y a 17 pays qui le font, là. Il y a 17 pays qui le font tous les ans. Et dont les résultats ont été évalués scientifiquement. Les gens sont contents à la fin du mois sans alcool. Ils ont perdu du poids, ils ont gagné de l'argent, ils dorment mieux, ils se sentent plus fiers d'eux. Et puis 6 mois après, ils ont baissé d'1 verre par jour leur consommation. Alors oui, ça marche. Et c'est ce qui fait peur. C'est ce qui fait peur parce que
ça, au lobby et aux alcooliers, parce que ça dénormalise la consommation d'alcool. Et d'un seul coup, on ne se dit pas, je suis obligé de boire. Pendant un mois, on s'interroge et on s'aperçoit qu'on a une espèce de pression à la consommation au repas de midi, au repas du soir, dans les bars, dans les soirées, qui fait qu'il est très difficile de ne pas boire. Il faut se justifier de ne pas boire. Et on a des réactions sur les réseaux sociaux qui parlent de plaisir. Eric nous dit, personnellement, au mois de janvier, ce sera cidre avec galette, vin moelleux avec foie gras, et Bourgogne ou Bordeaux avec ma pièce de bœuf. Et si ça ne vous plaît pas, vous êtes cordialement invité à ne pas venir. Vivre est dangereux. La preuve, à la fin, on meurt tous. Ouais. Voilà ce que... Oui, c'est un peu simpliste. Oui, mais bien sûr. Voilà. Mais après, ce sont on a des tous du plaisir. Bon, c'était pas une interdiction, et on peut prendre... Non, c'est un choix. Et c'est un choix pour des gens qui considèrent qu'ils vont prendre du plaisir et vivre mieux. Et il y a des tas de façons, pendant un mois, de ne pas boire que de l'eau ou du Coca-Cola. Est-ce qu'il n'y a pas une pédagogie à faire auprès des familles, des médecins, des gynécologues, surtout de rappeler ce message systématiquement, en disant attention, systématiquement. Il faut dire systématiquement que le vin est un grand plaisir. C'est une grande part de la culture française. Ça enrichit notre vie, pas que les viticulteurs, il n'y a aucun doute. Mais, comme tout alcool, c'est le psychotrope le plus dangereux. C'est celui qui tue, c'est celui qui vient des accidents de la route, c'est celui qui met les violences sur les femmes, c'est celui qui met les violences sur les gamins. Et puis après, il y a l'ensemble des dommages liés à l'alcool est colossal, bien au-delà de ce que ça rapporte. Alors après, il faut les voir les uns après les autres et se rendre compte qu'il y aurait vraiment quelque chose à faire. Et que si on utilisait les méthodes dont on sait qu'elles marchent, et dont ne veut pas pour le moment la filière, mais je pense que la consommation de vin a diminué et les prix du vin de meilleure qualité ont augmenté. Mais très clairement, il faut continuer dans ce sens-là. Oui, mais justement, je vous parle de pédagogie. La pédagogie, elle est aussi à l'école, puisque les enfants commencent à boire aujourd'hui très jeunes. Il y a une pédagogie aussi à faire à l'école. Alors, ce qui a été montré, c'est que inciter les enfants à s'intéresser à la vigne et au vin augmente les consommations plus tard, et elles sont plus importantes, ces cheux que l'on a incités, que ces cheux c'est lequel on ne l'a pas fait. Parce que quand on l'a fait à l'école, on normalise la consommation d'alcool et de vin. Pour illustrer les propos, là, l'idée récente qui vient de sortir dans le projet de finances de sécurité sociale, c'est de taxer ce que l'on appelle les prémix, c'est-à-dire les vins dans lesquels ont été mélangés des sirops, du pamplemousse avec le rosé pamplemousse. Le rosé pamplemousse. Mais chez nous, ils achètent, les jeunes, quand ils ont à le faire, ils achètent du vin en Espagne pas cher et ils achètent un litre de sirop de pamplemousse et ils se le mélangent. Donc, votre idée qui est de dire on va taxer ça ne marche pas. Et on ne doit pas avoir affaire aux mêmes personnes. Alors, je sais que c'est votre métier, vous en voyez beaucoup, mais moi, je vois les jeunes. Quand vous dites que le prix est important, parce que les jeunes, en priorité, quand ils vont au supermarché, ils essayent d'acheter d'abord du whisky, ils essayent d'acheter d'abord de la vodka, ils essayent d'acheter tout ça. Etc. Et donc, ce que vous proposez, c'est de taxer le vin avec tout ce que vous avez dit derrière. Et donc, on n'est pas du tout dans la même logique. Ensuite, qu'il y ait une frange de la population qui soit malade avec la question de l'alcoolémie. Moi, bien sûr, mais aidez-nous à nous proposer des outils qui vont nous permettre de travailler sur cette maladie qu'est l'alcoolisme. Ne nous demandez pas de culpabiliser le Français moyen qui, on l'a vu dans l'intervention de tout à l'heure, associe un petit verre d'alcool avec un plaisir de la vie. On n'est pas là pour emmerder les Français, on est là pour régler les vrais problèmes. Le vrai problème, c'est l'alcoolisme, et ce n'est pas de taxer des prémix. Un décès sur 4 chez les jeunes est dû à l'alcool, ce que rappelle... Oui, c'est la première cause de mortalité chez les 15-30 ans. Voilà, après, et le rosé pamplemousse que vous défendez, et ce qui a... Par voie de conséquence, fait augmenter la consommation de rosé chez les femmes. Et maintenant, le rosé est le deuxième vin, et les femmes ont une alcoolie. Enfin, il y a un beaucoup plus grand nombre d'alcooliques chez les femmes, et on va voir ce qu'on a vu pour le tabac quand les femmes se sont mis à fumer, et que maintenant le cancer du poumon est la première cause de mort chez les femmes. L'augmentation des consommations chez les femmes augmentera les dommages chez les femmes. Tout ça est prévisible. Mais bon. Je m'inscris en faux. On va au standard. 0826 300 et c'est René qui nous appelle de Toulouse. Bonjour, bienvenue René. Bonjour. Oui, bonjour, merci de prendre
mon appel. J'écoute avec effarement tout ce que dit ce monsieur à propos de l'alcool. Moi, je suis un bon vivant. Ouais. J'ai passé la cinquantaine, je vais bientôt arriver à la retraite. J'aime faire la fête. Ouais. J'aime manger de la bonne viande, j'aime boire de l'alcool. N'en déplaise à tous ceux qui veulent nous faire croire que c'est mauvais. Bien sûr, je ne vais pas jusqu'à tomber. Je ne suis jamais tombé. Je me suis toujours souvenu de tout quand je faisais les fêtes et autres. Moi, je ne pense aujourd'hui, il faut arrêter de dire aux gens ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Il faut les éduquer. Et il faut, comme disait le monsieur que vous aviez tout à l'heure, qui est très bien, il faut faire la différence entre l'alcoolisme et celui qui boit lors d'une fête ou qui boit parce que on a un anniversaire ou parce que ci ou parce que ça. Ça, c'est tout à fait normal. Moi, je crois qu'il faut profiter de la vie. Il faut éduquer les gens pour leur dire oui, il faut pas boire jusqu'à devenir tomber comme les jeunes le font là, le premier qui tombe a gagné. Ouais, je trouve ça ça débile. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je pense que vous voyez, je dis toujours à mes enfants, il ne faut pas boire pour oublier, il faut déguster pour se souvenir. Et moi, je trouve que c'est bien plus parlant de boire de l'alcool pour se souvenir d'un bon moment plutôt que de boire pour oublier. On ne boit pas pour oublier parce que de toute façon on n'oubliera pas. Ouais. Mais est-ce que vous ne pensez pas, René, aussi que à l'issue, puisque c'était prévu pour le mois de janvier, à l'issue des fêtes, où donc on sait qu'on boit quand même un peu plus globalement, il y a certains avec excès, bien sûr, mais bon, à leurs risques et périls, surtout s'ils restent chez eux qui ne prennent pas la voiture, c'est surtout ça. Que après, finalement, faire aussi une petite pause en janvier, ça fait pas de mal non plus. Être sensibilisé à travers une campagne. Mais je suis d'accord avec vous, mais chacun fait comme il veut. Il est évident, quand on a trop mangé, après, qu'est-ce qu'on fait? On va manger de la soupe, on va manger un bouillon. Ouais. Quand on a fait des excès de viande, on arrête de manger de la viande et on mange du poisson. Ouais. Mais quand on a mangé trop de chocolat, on arrête parce que de toute façon, on a une crise de foie. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais tout ça, c'est de l'éducation, c'est du bon sens. Alors, si les gens ne savent pas, n'ont pas été éduqués ou n'ont pas... Alors là, il y a un problème d'éducation. Là, je suis tout à fait d'accord avec vous, que ce soit à la maison ou à l'école. Ou à l'école, non mais ça c'est vrai. Mais je pense, René, que Michel Reynaud pense qu'il faut éviter d'aller au bout, en tout cas d'attendre l'indigestion avant de s'autogérer. Enfin, je pense que monsieur fait ce qu'il veut, il augmente ses risques, et c'est son choix, et on sait très bien que le mode de vie qu'il décrit entraînera une mortalité à peu près 10 ans plus tôt que ce qu'il aurait eu avec un mode de vie un peu différent. C'est son choix, c'est pas le problème. En revanche, je vous le souhaite, ce que je dis est purement statistique. Simplement, ce que l'on voulait, c'était la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de pouvoir faire une pause et de la faire dans un encouragement social. Voilà, parce que là, justement, ce que dit monsieur, c'est il y a une pression et il faut que l'on consomme pour être un bon vivant. On peut être un bon vivant sans consommer exagéré. Et donc on nous a empêchés de faire ça. Mais rassurez-vous, on va le faire. C'est-à-dire que toutes les associations qui s'occupent des problèmes d'addiction, mais de nombreuses autres associations de santé ont été révoltées par apprendre qu'une politique de santé était décidée chez les viticulteurs, et donc nous allons proposer à la population française de faire un janvier sobre. Bon, voilà. Vous en discuterez avec Alain Péréa.